sur One Piece qui raconte un peu les aventures d'un équipage de pirates. Je pouvais m'endormir en rêvant par exemple que sur une des îles qui traversait je rejoignais l'équipage, etc. Et donc les mangas en effet c'est quelque chose en termes d'imaginaire qui est extrêmement puissant. Le monde d'aujourd'hui fait face à une crise sans précédent. Plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Mais partons du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Bonjour et bienvenue dans Et après, l'émission où l'on se demande, où l'on imagine à quoi ressemblera vraiment le monde de demain. Un monde plus juste, plus décarboné et plus durable. Et quand on pense à ce monde de demain, une des thématiques qui revient le plus, c'est celle de la décroissance. Un nouvel angle d'attaque pour la gestion de nos sociétés qui fait débat et qui ne plaît pas vraiment à nos institutions. Et pour ce deuxième épisode d'Et après, on s'est dit que ça serait sympa de partir à la découverte de cette décroissance, mais sous l'angle assez original des mangas et de l'animation japonaise. Et pour nous en parler, je suis ravi d'accueillir Gabriel Malek, président et cofondateur d'Alter Capitae, consultant en post-croissance et puis fan de manga. Alors bonjour Gabriel et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode. Pour commencer, j'aimerais te poser une question très simple. Est-ce que tu pourrais m'expliquer la différence entre la croissance et la décroissance ? Alors la croissance c'est le système actuel, c'est-à-dire qu'on mesure l'économie de manière macro en termes de PIB. Et aujourd'hui, les États, les collectivités, l'Union européenne va viser cette croissance du PIB et ça va mener à des comportements prédateurs sur la nature et sur les humains. Et l'idée de décroissance, c'est donc l'idée de sortir complètement de ce paradigme capitaliste et d'aller vers une autre manière de comptabiliser la valeur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la valeur, on la comptabilise seulement avec le PIB, c'est-à-dire la richesse qui est produite par les entreprises, par les pays, par les sociétés. Mais alors on en fait quoi de ce PIB ? Il faut le transformer ? Alors, le PIB n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il en a un, c'est qu'il est assez fortement corrélé à la destruction du vivant. Donc, la décroissance vise la baisse de ce PIB, et ce sera un bon indicateur pour la santé de nos écosystèmes. Mais c'est aussi évidemment réinventer le concept de valeur, réinventer le concept de prospérité, et on peut d'une certaine manière avoir d'autres manières de prospérer, et c'est ça aussi chez la décroissance, mais ça demande un changement de paradigme énorme, et beaucoup de changements dont on pourra parler, donc la sortie du consumérisme, donc cette idéologie de la consommation qui fait qu'on bouffe toutes nos ressources, la sortie du technosolutionnisme, la sortie aussi du productivisme, donc l'idée qu'on va travailler comme ça, et donc c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, donc travailler pour produire de la valeur financière, mais qui n'a pas vraiment de sens social ou écologiste. Et c'est inventer aussi des nouveaux indicateurs du bonheur. Et aujourd'hui, il y en a qui ont été développés, mais clairement, c'est pas eux qui régissent aujourd'hui notre monde. Et alors en plus, on sait que la croissance, le capitalisme de manière générale, ça accroît énormément les inégalités puisqu'il y a un transfert de la richesse vers les classes les plus riches. Est-ce que la décroissance, ça répond à cette problématique qui est immense ? Carrément, parce que justement, la décroissance, le préalable, et ça chez Alter Capitae, on en parle tout le temps, c'est la question de la répartition des richesses. C'est-à-dire que ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que le peu de politique écologiste qui est fait, en plus d'être vraiment pas assez, il est fait souvent il est adressé justement aux gens qui sont les plus précaires. Donc typiquement, les gilets jaunes, on met une taxe carbone, très bien, sauf que ça va impacter qui en premier ? Ça va impacter les personnes qui ont besoin de leur voiture au quotidien et qui ont déjà pas forcément les moyens de payer des pleins, etc. Très souvent. Et du coup, ça donne une image de l'écologie, mais négative, punitive, qui tape en tout premier les gens qui ont le moins. Et ça, c'est horrible. Donc typiquement, là, au niveau de la décroissance, le préalable, c'est la répartition des richesses, c'est de taxer les plus hauts ménages, c'est de taxer les grandes entreprises cotées qui justement détruisent la planète et puis en plus de ça, font énormément de profit. Et donc oui, la décroissance, c'est indissociable d'un regard justement de lutte des classes qui existe et justement d'une répartition des richesses. Alors chez Alter Capitae, quand on va sur votre site web, on peut lire que en abandonnant la boussole de la croissance, on peut retrouver la prospérité perdue. Mais alors, si on abandonne cette boussole de la croissance, c'est quoi là où les nouvelles boussoles à mettre en place ? Et alors là où les nouvelles boussoles, ce sont donc des nouveaux indicateurs et il y a deux niveaux qui sont assez clairement identifiés. Il y a le niveau macro
Et donc là, justement, on en revient un peu à la question de la post-croissance. Donc, c'est quoi les nouveaux indicateurs de bonheur, de lien social, etc. Pour vous donner un exemple, ça veut dire, moi, honnêtement, dans un gouvernement utopiste et idéal, j'en ai rien à foutre que le ministre de l'économie me parle du taux de croissance. Là, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Je crois qu'on a fait 0,5% de croissance et Bruno Le Maire est tout content. Le taux de croissance, ça veut rien dire en termes social et écologiques, donc ça n'a aucun sens. Par contre, un gouvernement qui dit, bon, écoutez, j'ai réussi à faire baisser la pauvreté de tant, ou tant de personnes ont réussi à être logées, etc., où on a dépollué tant de pourcents de sol, etc. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent, ça, c'est des indicateurs macro qui me semblent pertinents, dont on parle pas, mais c'est ça dont il faudrait parler. Ces sujets, ça me fait une super transition, merci. Ils sont abordés dans les mangas et plus généralement dans les fictions, dans les récits japonais. Est-ce que toi, ces récits, ces fictions, enfin cette littérature et cet audiovisuel japonais, c'est quelque chose que tu aimes depuis longtemps? Oui, c'est ça. Depuis que j'étais petit, j'adorais les mangas. Alors, à l'époque, en tout cas, j'avais pas conscientisé que tous les enjeux écologiques et sociaux derrière, bon, j'en voyais, mais je l'avais pas conscientisé comme ça. Mais par contre, j'ai toujours adoré, en effet, l'aspect imaginaire des mangas. Par exemple, sur One Piece, qui raconte un peu les aventures d'un équipage de pirates. Bah, je pouvais m'endormir en rêvant, par exemple, que sur une des îles qui traversait, je rejoignais l'équipage, etc. Et donc, les mangas, en effet, c'est quelque chose en termes d'imaginaire qui est extrêmement puissant. Et alors, pour commencer à parler de ce sujet des mangas, on pense assez rapidement au film de Hayao Miyazaki. Donc, tu voulais qu'on en parle aujourd'hui de trois films qui sont d'ailleurs, qui ont pour titre le nom de leurs héroïnes respectives. 3 héroïnes, c'est assez rare pour le souligner. Donc, il y a Nausicaa, Chihiro et Mononoke. Alors, pour les gens qui nous regardent, spoiler alerte, voilà, on va parler de ces films, on va en tout cas aborder les thèmes. On va essayer de pas trop vous spoiler, mais forcément, si vous préférez avoir vu les films avant, n'hésitez pas à aller les voir et à revenir sur la vidéo après, mais on va essayer de pas trop vous spoiler. Alors, Gabriel, sur ces 3 films, on va commencer par Nausicaa, donc qui est un des tout premiers films de Miyazaki, c'est son deuxième, il est sorti en 1984 et d'ailleurs il l'avait écrit en manga avant. On va vous resituer un petit peu l'histoire. Nausicaa, ça commence par cette idée-là. Il y a 1000 ans, la Terre fut anéantie par la pollution des civilisations industrielles. Une forêt toxique a recouvert presque toute la planète et menace les derniers survivants. Alors, on part de ce constat-là et on va suivre les aventures de Nausicaa qui vient de la vallée du vent. Et alors, j'avais une première question pour toi. Ce qui est assez étonnant dans ce film, c'est que dans la prémisse, la forêt, donc la nature et donc les insectes et tout ce qui va avec, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est méchant. Tu en penses quoi, toi, de cette approche-là dans Nausicaa? Alors déjà, la thématique que tu soulignais, c'est en effet, ça c'est présent dans énormément de mangas, etc., ou de films d'animation japonaise, c'est l'idée que quand on fait du mal à la nature, elle va nous le rendre. Et donc, je pense que dans Nausicaa, il y a cette idée, en effet, que c'est exactement l'introduction que tu donnais, en fait, où cette civilisation capitaliste est étendue, notamment par Commodore Perry, et par la colonisation que l'Europe et les États-Unis ont menée, c'est étendu et a finalement casser l'équilibre entre l'espèce humaine et le vivant, et à ce moment-là, la nature se réapproprie les territoires. Et dans Nausicaa, on est dans ce monde-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté, en fait, Nausicaa, qui est la princesse de la vallée du vent, donc voilà, qui est une petite vallée, on a l'impression, en tout cas, des gens qui ont réussi en tout cas dans le manga, c'est plus expliqué que dans le film, mais des gens qui ont réussi à reconstruire un équilibre avec la nature, qui vivent de manière, raisonnée, etc. Eux, ils sont post-croissants. Exactement, voilà, c'est vraiment, c'est typiquement un modèle post-croissant qui a l'air de fonctionner. Ouais. Et en face, on a les Tolkmed qui viennent justement à un moment attaquer la vallée du vent, qui eux sont restés une civilisation industrielle qui continue encore à attaquer la nature, etc. Et donc, ce que raconte Nausicaa, je trouve, cette recherche de l'équilibre avec la nature, et que Nausicaa, on va pas spoiler, mais en tout cas essaye d'atteindre pendant le film, et cette sensibilité, etc., et cette opposition avec d'autres types de civilisations comme les Tolkmed. Et ça, moi, c'est une conviction que j'ai aussi très profondément. C'est le fait, en effet, que notre modèle va arriver, beaucoup de gens le disent, va arriver vers une crise très très profonde, un monde de conflits, etc. Et que certains vont peut-être aller vers ces modèles comme la vallée du vent, voilà. Mais malheureusement, ce qui est assez certain aussi, c'est que d'autres pays, d'autres civilisations vont rester sur un modèle très productiviste, industriel, et vont creuser jusqu'au bout. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment effrayant. Alors après, tu as voulu mettre en avant le film de Princesse Mononoke. Alors dans le film de Princesse Mononoke, en fait, on suit les aventures d'un
certain Ashitaka qui vit dans un petit village jusqu'au jour où le village se fait attaquer par un démon et Ashitaka va partir à la découverte du monde pour voir d'où vient ce démon et un peu qu'est-ce qu'il peut y faire. Et alors il y a une phrase moi que je trouvais hyper intéressante dans ce film-là. Ashitaka il dit « Je dois porter sur le monde un regard sans haine ». Est-ce que pour toi ça, l'idée d'avoir un regard sans haine, donc un regard bienveillant, un regard avec de l'empathie, c'est quelque chose qui est essentiel pour le monde de demain? C'est complètement essentiel. Et c'est d'ailleurs, je reviens une seconde sur de Zika, mais ce que montre la pratique de Zika, parce que tu le disais, la nature elle est un peu agressive dans l'univers de Nausicaa, et notamment c'est les insectes, notamment ce qu'on appelle des zoomoux, une sorte d'énormes insectes qui va attaquer les humains qui l'attaquent, etc. Et Nausicaa en fait elle est vraiment dans un rapport où elle est aucune agression et qui défend ces insectes-là, y compris contre les attaques que voudraient faire certaines personnes de la vallée du vent contre ces insectes. Et je pense en effet que cette question de l'empathie et de la haine est hyper importante pour construire l'équilibre, et c'est le rôle, je pense, que a Ashitaka dans ce film, puisque lui, comme tu dis, en fait, il y a un démon qui va toucher son bras et donc il se trouve impliqué là-dedans. Et il va être impliqué notamment dans la guerre entre deux femmes, enfin en tout cas menée par deux femmes. D'un côté, du coup, la princesse Mononoke, qui a été élevée par des loups et qui est vraiment, on va dire, complètement côté de la nature qui se soulève, pour faire une petite référence, la nature qui se soulève et qui va finalement se soulever contre les humains qui l'exploitent. Donc d'un côté, on a cette princesse Mononoke qui mène cette lutte-là avec les animaux qui sont vraiment un peu en armée, organisés en armée. Et de l'autre, on a une autre femme qui s'appelle Dame Eboshi, qui elle, qui représente un peu ce que tu disais, c'est-à-dire ce début d'industrialisation. Donc c'est la chef en fait d'un petit fortin où il y a une forge. Donc et c'est ça qui est vraiment brillant dans Princesse Mononoke. C'est donc Ashitaka du coup a ce rôle un peu entre guillemets médiateur, il essaie mais en fait il n'y a pas de méchant, il n'y a pas vraiment de gentil. Ça veut dire que Princesse Mononoke tout à fait raison d'aider la nature à se révolter, mais de l'autre, Dame Eboshi, là où dans des films Disney c'est une grande méchante qui rigole, là c'est pas du tout ça. Donc elle mène elle dirige ce fortin, et qui habite ce fortin des forges? D'un côté il y a d'anciennes prostituées qui travaillent dans ces forges, et d'ailleurs quand on voit les quelques interactions qu'elles ont avec les hommes des forges, on voit clairement que c'est plus proche d'un matriarcat que la société patriarcale qu'on a aujourd'hui. Et donc d'un côté il y a ces prostituées, et il y a aussi en fait des gens qui sont malades qu'on voit enturbanés et que Dame Eboshi vient visiter. Donc on sait pas très bien, mais c'est des gens peut-être qui ont la lèpre, ou des gens disent aussi que c'est une référence à la maladie de Minamata, qui en fait c'était en 1907 au Japon. Il y a une usine pétrochimique qui a relâché énormément de mercure. Ça a mené à des centaines de décès, évidemment, à une destruction de l'environnement, et peut-être que Miyazaki y faisait référence. Mais en tout cas, voilà. Donc, deux femmes qui mènent de combats légitimes, de cette manière, parce que la défense de la nature, mais de l'autre, Dame Eboshi, c'est pas une grande capitaliste qui compte son or au fond de la cave. Et vraiment, c'est assez social. Et donc, ça qui est intéressant, quoi. Et donc, lui, il essaie un peu de rétablir l'équilibre entre deux visions, et voilà, c'est pas manichéen, et c'est ça qui est magnifique dans Princesse Mononoke. Ça montre la complexité de comment tu fais pour concilier les enjeux écologiques et sociaux. Ouais, et que c'est pas simple en fait. C'est des sujets qui sont compliqués, il n'y a pas de réponse universelle et il faut réfléchir un petit peu au cas par cas. Écoute, super. Le dernier film de Miyazaki dont tu voulais nous parler, c'est Le Voyage de Chihiro. Donc dans Le Voyage de Chihiro, on suit les histoires de Chihiro, qui est une jeune fille qui se retrouve dans un monde magique, dans une maison de bain, dans une maison de thermes. Et toi, tu écrivais dans ta tribune chez Ouzbek Erika que pour toi, c'est un film qui mettait en avant les dérives du capitalisme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Non, c'est un peu ça. Et puis, c'est une analyse qui a été faite pas mal de fois sur Chihiro. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, elle arrive dans ce monde-là avec des parents, justement, où, vous savez, donc en fait, elle se balade dans la forêt avec ses parents. Et là, ils trouvent une sorte d'endroit de festival, comme il y en a beaucoup au Japon, avec de la nourriture qui a l'air tout à fait appétissante, qui est là. Et les parents se disent, bon, on va manger, c'est pas grave. Et le père sort la carte bancaire en disant, il n'y a pas de souci, on va bouffer. Et puis après, je paierai avec ma carte bancaire. Donc là, c'est évidemment le consumérisme. Et là, il y a la scène qui, je crois, a marqué tout le monde, où il se transforme en cochon. En tout cas, moi qui m'avais bien traumatisé petit. Et ensuite, donc, Chihiro se retrouve dans ce terme dont tu parlais, etc. Et tout de suite, on lui dit, tu dois trouver un travail. Et là, on parle d'un travail souvent productiviste. En fait, elle va voir Yubaba, qui est une personne très capitaliste qui gouverne ce lieu, et qui va lui enlever son nom. Et ça, c'est hyper intéressant quand même. Elle lui enlève son nom sur une entité, l'appelle Sen. Bon, je suis pas un spécialiste des kanji japonais, etc. Mais apparemment, c'est moins de kanji, donc c'est moins. Bref. En tout cas, elle lui donne un nom comme ça, et va l'exploiter pour qu'elle travaille. Et donc là, elle découvre le monde du travail productiviste, etc. Et on voit toutes ces logiques capitalistes au sein des termes, qui sont notamment, je trouve, très très bien représenté dans la personne qui s'appelle Sans Visage. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'espèce de fantôme tout noir avec un masque comme ça, qui en fait peut
faculté de créer de l'or. Et avec ça, en fait, il s'attire les bonnes grâces de tout le monde qui le nourrissent, etc. Donc lui, il accumule. Et la seule personne qui réussit à être insensible, c'est Chihiro, à qui il rosait de l'argent. Chihiro, ça ne l'intéresse pas. Et justement, c'est là où Chihiro va ensuite faire un voyage. Et là, c'est hyper intéressant parce que du coup, elle va sortir des termes et prendre un vieux train. Donc là, il y a tout un côté, je pense, au Miyazaki, il y a un côté un peu la modernisation capitaliste a détruit un peu cette manière, le style de vie japonais à l'ancienne, convivial et tout. Et donc, elle prend le train jusqu'à une petite maison où elle rencontre Zeniba, qui est la sœur jumelle de Yubaba, mais qui, elle, représente vraiment le côté tradition japonaise, convivial. Voilà, c'est une petite maison dans la campagne. Et voilà. Et donc, il y a un peu les deux côtés du spectre japonais, de cette contradiction. Et il y a aussi une chose intéressante, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, du coup, en travaillant dans les termes, Chihiro doit faire un bain pour une sorte de monstre, un esprit mais qui est dégoulinant d'ordures, etc., qui est tout bon. Et donc elle le lave, etc. Et à un moment, elle va lui retirer une épine. Et là, c'est rigolo, ça me fait penser aussi à Kirikou avec la sorcière dont on enlève l'épine. Bref, en tout cas, elle enlève l'épine de ce espèce de monstre. Et en fait, il se libère. Et en fait, c'est un esprit d'une rivière qui avait été polluée. Et donc, il était devenu une sorte de monstre. Et donc là, il est libéré par Chihiro. Et donc là, il y a tout un message aussi, évidemment, écologiste. Et donc, c'est un film vraiment magnifique, Chihiro, avec beaucoup de... Ça qui est très fort chez les Ghibli, avec beaucoup de niveaux de lecture où ça parle à des enfants. Mais quand on est adulte, on peut clairement trouver des choses intéressantes aussi. On peut trouver des choses intéressantes parce que ça nous touche au niveau des émotions. Et ça marche sur des thèmes comme l'écologie. Ce dont je me rends compte de plus en plus, et on se rend compte collectivement... au sein de l'association Alter Capitae, c'est que le discours très rationnel de le GIEC, nanana, il manque des ressources en mine là, c'est un discours dont on a besoin. Et voilà, il y a des gens qui font des choses bien pour faire des plans, etc. Mais par contre, pour convaincre les gens de décoloniser leurs imaginaires, de sortir du consumérisme, d'aller vers une décroissance heureuse, il faut les toucher. Il faut les toucher de manière sensible. Et c'est là où je pense que des films comme Ghibli, etc., même s'il n'y a pas des chiffres qui expliquent comment on va rediriger le modèle économique avec les comptables multicapitaux, il y a par contre le message. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. C'est-à-dire que, sur le discours scientifique, je veux dire, pour prôner la croissance verte, il ne faut vraiment pas s'être renseigné, quoi. Par contre, pour convaincre que c'est quelque chose de désirable, etc., je pense qu'il faut toucher les gens. Et c'est là où ces films sont hyper utiles. Mais en effet, après, il faut aussi un travail scientifique, etc. Ouais, c'est sûr. Et donc, maintenant qu'on a parlé des films d'animation japonaise, on va vraiment parler des mangas. Et tu voulais commencer par nous parler de One Piece. Alors, j'avoue, moi, One Piece, je connaissais que le titre. J'ai même découvert, en préparant l'émission, que c'était des pirates. Là où c'est assez intéressant, donc tu vas nous en parler, c'est que tu arrives à faire le lien avec les soulèvements de la Terre. Alors déjà, je cite quand même, il faut le dire, un ouvrage qui m'a inspiré, qui est Fatima Wassak, qui est une personne très engagée au sein des quartiers populaires sur les questions de justice sociale, d'écologie, et qui a écrit L'écologie pirate. Et je l'ai lu ça, je trouvais ça très très bien. Et justement, elle montre comment One Piece en fait peut aussi parler à beaucoup de gens, notamment aux gens des quartiers populaires, sur en fait l'exploitation dont ils sont victimes. Dans One Piece, vous avez un personnage principal qui s'appelle Luffy, un peu le chef de l'équipage pirate qu'on suit. Et donc il y a un flashback à un moment dans One Piece où on voit Luffy petit avec son frère et un de ses amis Sabo. Et en fait, ils sont dans un endroit. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont dans un endroit très pauvre, une sorte de décharge, qui en fait est séparé de la ville des riches par un énorme mur, et on leur lance des ordures. Et donc on leur lance des ordures, ils sont méprisés, etc. Et ils disent on sortira de ça. Et donc il y a un côté émancipation, liberté. On sortira de ça, on ira voguer sur les flots et on sera libre. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est moi, en tout cas, j'avais lu One Piece, mais c'est grâce à Fatima que j'ai pu aussi revoir certaines scènes à l'aune de ça. Et sur le lien avec les soulèvements de la Terre, c'est donc, One Piece, pour la faire courte, c'est un monde dans lequel il y a un gouvernement mondial, très militarisé, très autoritaire, et qui réprime notamment ce qu'on appelle les pirates. Et donc les pirates, c'est un peu des équipages avec un peu des pouvoirs magiques, qui voguent au sein des flots, etc., à la quête de liberté, etc. Et souvent, on voit en fait justement que les pirates sont plutôt du côté de la justice sociale et des habitants, etc. Et le gouvernement est dans la répression. Et d'ailleurs, typiquement, à un moment dans One Piece, on sait qu'il y a une partie de l'histoire qui est oubliée, que le gouvernement a volontairement fait oublier. Et au début de One Piece, à un moment, c'est un flashback, mais ça a lieu vers le tome... C'est dans l'arc Enies Lobby, bref. En tout cas, il y a un moment de One Piece où on voit que le gouvernement,
en fait, a massacré des scientifiques. Donc, il y avait des scientifiques qui étaient sur une île avec un arbre de la connaissance et tout, et qui faisaient des recherches sur l'histoire perdue, justement. Et le gouvernement, en fait, envoie des navires de guerre et détruit, tue les scientifiques en exécution sommaire, ainsi que pour cacher le secret. Voilà. Donc, c'est le truc global. Et donc, cet équipage de Luffy et ses camarades, donc c'est une petite dizaine, on va dire, de pirates. Donc, c'est que des gens, à chaque fois, qui ont des histoires un peu hyper intéressantes, spécifiques, et qui, aussi, comme Luffy, en fait, s'émancipent d'une certaine situation. Et à un moment, ils arrivent dans un royaume, le royaume d'Arabasta, qui est un royaume, si vous voulez, un peu d'inspiration, je dirais, Moyen-Orient, etc. Et en fait, au sein de ce royaume, il y a une crise sociale énorme, même une guerre civile, parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et en fait, les pirates arrivent là et essaient de prêter main forte à la princesse du royaume qui essaie de faire en sorte que la guerre civile prenne fin et qu'on réussisse à retrouver l'eau. Et ils se rendent compte rapidement, en fait, que l'eau, elle a été plus ou moins privatisée par une petite bande de mafieux, dont le chef d'ailleurs est un capitaine corsaire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un pirate qui est adoué par le gouvernement. Donc voilà. Hein. Et donc bon, c'est eux qui ont privatisé l'eau. Et finalement, Luffy va se battre, etc., contre cette mafia pour que pour que les habitants retrouvent la capacité à avoir l'eau, etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai fait un soulèvement un peu facile avec les soulèvements dans la tribune, parce que ça, c'est intéressant de voir que ces pirates, donc on pourrait comparer plus ou moins à des écologistes, etc. Ces pirates, en fait, sont condamnés comme des écoterroristes et poursuivis par le gouvernement pour être mis en prison, etc. Alors que finalement, ils essaient simplement d'aider le peuple de ce royaume à retrouver la souveraineté sur un bien commun qui doit être l'eau. Et donc c'est là, de cette manière où, bon, en écrivant cette tribune, j'ai repensé à cet arc-là, je l'ai relu, et ça a fait penser à ça, quoi. Et c'est... Donc oui, on peut faire une sorte de parallèle comme ça. Alors je pense pas que l'auteur ait voulu faire ça au départ, mais c'est intéressant. Non, mais oui, on retrouve de toute façon cette problématique voilà, de la gestion des ressources et puis du partage du bien commun. Ah oui. Pour finir, tu voulais nous parler d'un dernier manga, alors que moi je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, donc c'est un monde, on arrive dans un Tokyo qui est en guerre civile, parce qu'en fait d'un côté il y a les humains, bon voilà, nous, et de l'autre il y a ce qu'on appelle des ghouls. Donc c'est un peu des gens qui ressemblent à des humains, c'est comme des humains, sauf qu'en fait ils peuvent se nourrir que de chair humaine. Et ils peuvent boire du café, je sais pas pourquoi, mais il a choisi ça l'auteur. Et ils peuvent boire du café et ils se nourrissent de chair humaine, donc il y a une guerre civile entre les deux. Et il y a une personne en fait qui va, par un concours de circonstances, qui était humain au départ et qui va devenir borgne. Donc à moitié humain, à moitié ghoul. Et bah, du coup, ça implique certains changements de vie. Et il va avoir du mal avec ces changements de vie, etc. Et il va se faire d'une certaine manière un peu attaquer, poursuivre par les institutions humaines qui attaquent les ghouls et par des institutions de ghouls violentes. Et donc on va découvrir ces deux mondes en se rendant compte justement que c'est comme d'habitude dans beaucoup de mangas pas manichéens. C'est-à-dire que chez les humains, t'as des vrais connards qui torturent les ghouls, etc. Tout comme chez les ghouls, il y a des vrais... voilà. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes, mais il y a des gens, chacun essaie de survivre. Bon. Et donc en fait, pendant toute la première saison, il va vraiment être dans une culpabilisation personnelle de comment je fais pour changer de monde, c'est de ma faute, etc. Bon. Et il va y avoir une scène qui est une scène de violence quand même assez voilà, je conseille d'avoir l'esprit bien accroché si vous la regardez. Mais en tout cas, il va se faire torturer. Et c'est là c'est très psychologique comme manga. Et c'est là, en fait, il va se rendre compte que depuis le début, son éducation, etc., lui a appris à être obéissant, à respecter les institutions, à respecter la parole de sa mère, qui lui disait de toujours être obéissant, etc. Et il va se rendre compte qu'au final, c'est pas lui le problème, en fait, mais que le problème, c'est les institutions et les vices qu'elles impliquent. Et c'est là qu'il va devenir, à partir de cette scène de torture, il va se transformer même physiquement et devenir plutôt un révolutionnaire qui va attaquer les institutions des deux côtés pour essayer de changer le monde. Et donc ça, c'est un manga qui m'a marqué. Et en effet, dans la tribune, j'avais fait un lien avec quelque chose que je trouve vraiment, j'en parlais tout à l'heure, donc la culpabilisation qu'on a sur les gestes individuels. Ça veut dire qu'en permanence, moi ça m'arrive, je fais des conférences, etc. Et j'ai des personnes qui viennent me voir à la fin, souvent des femmes, qui viennent me voir et qui me disent, une mère de famille, qui me disent, bah moi j'essaie de faire tous les efforts, parce qu'il faut savoir que la culpabilisation et les gestes individuels, c'est quelque chose qui évidemment touche principalement les femmes, qui vont elles beaucoup plus prendre la culpabilisation que les hommes, donc en plus il y a un côté sexiste. Et du coup en fait, qui vont se dire, moi je fais tout, je fais depuis 10 ans, je trie, je fais ce que je peux, la lumière, la douche, tout ce que tu veux, mais ça continue à être de pire en pire. Et je pense que les gestes qu'on fait au quotidien, c'est hyper important pour être en cohérence avec nos valeurs, pour nous préparer au monde d'après, etc. Mais il faut arrêter de faire croire que c'est par là que ça va changer. Et en fait, je pense que c'est une question maintenant d'institution, etc. Donc voilà ce que je disais.
Donc une grande entreprise par exemple qui d'un côté va dire on fait attention aux petits gestes les enfants, et donc avec un côté même un peu infantilisant, hein. Et de l'autre en fait qui va dépenser un budget marketing monstre parce qu'elles doivent rester dans leur croissance, donc vendre de plus en plus de choses. Donc d'un côté on culpabilise sur les gestes, mais de l'autre on met encore plus d'argent pour de la publicité pour que les gens, pour matrixer les gens pour qu'ils achètent. Et donc là je veux dire on est quand même dans un et donc je trouve que d'une certaine manière, même si on peut trouver ça un peu tiré par les cheveux, hein, c'est juste une opinion personnelle sur Tokyo Ghoul, mais je trouve qu'il y a un peu ça l'idée de on sort de cette culpabilisation individuelle, et en fait c'est une question politique. C'est une question politique, et donc il faut essayer de collectivement se mettre ensemble pour faire bouger ça, et que voilà, qu'il y ait une régulation de certaines choses, qu'on puisse taxer les entreprises qui doivent être taxées, qu'on puisse interdire les produits qui doivent être interdits, etc. Ouais, il y a tout à faire et il y a tout à penser. Et d'ailleurs, ça va être un peu ma dernière question. Comme tu le sais, et après on s'intéresse au monde de demain, on essaye de comprendre à quoi ressemblera le monde de demain. Alors très simplement, pour toi, à quoi il ressemble ce monde de demain ? Ce sera un monde où finalement on aurait complètement changé la notion de valeur, où l'économie en fait serait de nouveau réencastrée dans des perspectives sociétales et non l'inverse. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai l'impression que c'est l'économie qui va dicter en fait les comportements sociaux, alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être un choix sociétal, et ensuite et donc pour moi ce sera un monde où les entreprises qui resteraient seraient des petites entreprises, etc., avec une gouvernance beaucoup plus démocratique, avec un vrai partage de la valeur, et qui auraient une vraie utilité sociale ou écologique. Donc ce serait ça, ce serait un pouvoir politique décentralisé, avec des territoires qui auraient beaucoup plus de pouvoir, parce qu'on l'a dit, en fait, une bonne partie des décisions maintenant doivent être prises au niveau des territoires. Je pense quand même qu'il faut garder un État, central pour certaines thématiques qui, moi c'est pas une envie que j'ai, mais je pense que dans le monde futur, avec les grandes migrations qu'on aura, les ruptures d'approvisionnement, il y aura forcément du conflit. Et donc sur les questions de la santé, sur les questions peut-être de la protection de la défense, il faudra quand même garder aussi un État central, avec avec beaucoup moins de flux, etc., mais quand même des flux entre les différents pays. Voilà, et une sorte du productivisme. Mais ce qui est hyper excitant, je pense, dans la décroissance, et c'est là vraiment où je pense que les gens qui nous font des procès en disant qu'on veut revenir, ça arrive tout le temps, hein, au modèle stalinien, etc. Bon, l'URSS, c'était un modèle très très productiviste qui n'avait rien d'écologique. Et qui, de sa manière, n'était même pas communiste. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est ça qui est hyper excitant, et c'est ça qu'on dit aux gens qui veulent aussi venir. Je vous invite d'ailleurs à suivre Alter Capitae, et on va faire pas mal de choses prochainement. C'est que c'est un monde qui reste à inventer, avec des valeurs dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est à inventer, et c'est hyper excitant quand même de se dire qu'on peut, et je pense que dans notre génération il y a un côté quand même très dans le monde d'après c'est compliqué de se projeter et tout quand on voit tous les problèmes qu'on a, mais la bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'il y a un monde qui est devant nous à inventer, quoi, et ça c'est un côté très excitant. Un nouveau monde où tout est à créer, riche d'histoire, pleine de sens, et pourquoi pas avec plus de mangas. Voilà donc ce qu'on se souhaite pour demain. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode. Si le sujet vous a plu, retrouvez l'intégralité de l'entretien en podcast sur votre plateforme préférée, où nous avons creusé à fond le sujet de la décroissance et de sa place dans l'imaginaire des productions japonaises. Un grand merci aussi à l'association Alternatiba, qui nous a permis de venir nous installer aujourd'hui, ici, dans cette salle de classe un peu particulière. Nous sommes en fait dans l'ancien campus de la Sorbonne Nouvelle, Censier, qui l'espace de 2 ans devient Césure. Un tiers-lieu porté par Plateau Urbain en partenariat avec Yes We Camp, axé sur la transmission des savoirs et savoir-faire. N'hésitez pas à consulter leur site web pour ne rater aucun événement. Et si ce n'est pas déjà fait, foncez vous abonner à notre page Instagram, notre page Facebook, notre page LinkedIn, sur votre plateforme de podcast préférée et même ici sur YouTube. Si l'émission vous plaît, surtout, parlez-en autour de vous, likez et partagez nos posts, nos podcasts et nos vidéos pour faire tourner les algorithmes, vous connaissez la chanson. Enfin, si vous voulez nous soutenir financièrement, car nous sommes autoproduits, vous pouvez passer sur notre page Buy Me a Coffee. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Pour finir, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, questions, suggestions ou vos meilleurs mangas post-croissance pour le monde de demain à émissioneetaprès@gmail.com sans aucun accent ou sur nos réseaux sociaux. Nous démarrons tout juste la production, donc tous vos retours seront les bienvenus. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le prochain épisode. D'ici là, passez un bel été décroissant. À bientôt!